L'examen clinique du patient glaucomateux est toujours complété par des examens complémentaires et on va débuter par l'imagerie de la structure et notamment l'OCT. Et donc le professeur Jean-Marie Giraud va nous parler de l'imagerie et notamment de l'OCT dans le domaine du glaucome. Jean-Marie. Merci beaucoup, merci Florent pour l'invitation ainsi que la SFO et la SFG. Alors, j'essaie de récupérer mon écran. Voilà. Vous m'avez bien à l'écran, enfin ma présentation. Donc, je vais vous parler de. Bon, vous avez tout. Donc, je vais parler donc de l'imagerie de la structure dans le glaucome, la structure au niveau du pôle postérieur. Et donc, pour parler de cette structure, quelques rappels sur l'élément clé que nous allons analyser, qui est la cellule ganglionnaire rétinienne, qui est vraiment le maillon essentiel et la cible de la maladie glaucomateuse. Donc, les 1,5 million de cellules ganglionnaires rétiniennes vont intégrer les informations de 100 millions de photorécepteurs avant de les redistribuer à 120 millions de neurones. Ces cellules ganglionnaires, comme vous voyez, il y en a 50% dans la région maculaire. Donc c'est la région vraiment la plus riche. Et ce qui est très important pour comprendre les rapports de l'imagerie et de la structure dans le glaucome, c'est la notion de redondance de l'information, puisque pour chaque point du champ visuel, chaque point mesuré au niveau du fond d'œil, eh bien, il y a évidemment beaucoup de cellules ganglionnaires. Et donc, quand un certain nombre de cellules ont disparu, les autres continuent de faire transiter l'information et le champ visuel est maintenu. C'est pour ça qu'un scotome glaucomateux n'apparaît qu'après une perte très importante de cellules ganglionnaires, au moins a priori 30% en périmétrie automatisée et peut-être une perte de 50% pour avoir un scotome au Goldman. Donc, sauf exception, le déficit en cellules ganglionnaires est plus précoce que l'atteinte du champ visuel. Alors, l'imagerie en tomographie par cohérence optique, elle va s'intéresser aux trois composants des cellules ganglionnaires, le corps cellulaire qui va former une couche de la rétine, mais aussi de façon plus externe les dendrites et évidemment la couche la plus interne qui sont les axones qui vont quitter ces cellules et qui vont former le nerf optique. Alors, autour de la papille, on va mesurer uniquement les axones, donc les fibres neurorétiniennes. On mesure une seule couche. Et puis, au niveau de la macula, on va mesurer les trois couches qui représentent 30% de l'épaisseur rétinienne. Et c'est intéressant de l'analyser à cet endroit-là parce que c'est une région qui est peu vascularisée, donc il y a peu de variations. Et donc, quand il y a des pertes cellulaires, quand il y a des cellules qui disparaissent par apoptose à cause du glaucome, eh bien, il y a une diminution d'épaisseur. Alors, toutes ces mesures vont donner lieu à des rapports qu'il faut savoir lire en détail et toujours regarder en premier la puissance du signal, c'est-à-dire la qualité de l'examen qui va être exprimé sur le rapport. Ensuite, tous les rapports, quels que soient les fabricants d'OCT, vont proposer des cartes d'épaisseur où par convention les couleurs les plus froides, ici le bleu, correspondent aux épaisseurs les plus faibles et les couleurs chaudes, comme ici le jaune puis le rouge, correspondent à des épaisseurs plus importantes. Donc quand il y a des fortes pertes d'épaisseur, on a des couleurs très bleues qui apparaissent. Et puis s'y associe toujours une carte de déviation, c'est-à-dire l'épaisseur du patient en un point par rapport aux patients de la même classe d'âge, aux patients normaux. C'est la base de données normative. Et donc, ces cartes de déviation, vous allez avoir en rouge quand vraiment la déviation, l'amincissement est tout à fait significatif et notable, en jaune quand il est plus douteux. Ça va vous donner l'étendue de la région où il y a un amincissement de la couche des fibres péripapillaires. Vous aurez toujours le déroulé, TSNIT, qui part du temporal, qui monte en supérieur, puis en nasal, puis en inférieur, tout autour du nerf optique, à un diamètre par convention de 3,6 mm centré autour du nerf optique. Donc c'est une coupe sur 360 degrés.
Et puis en résumé, ce qui est souvent quand même le plus utile pour déterminer la gravité de la maladie, c'est les cadrans. Donc le cadran supérieur et le cadran inférieur qui sont quand même très corrélés au glaucome quand il y a un déficit à cet endroit-là, mais aussi pour une analyse plus fine des segments de 30 degrés. Le même rapport peut servir aussi à l'analyse de la tête du nerf optique et on retrouvera des informations telles que l'aire de l'anneau neurorétinien, l'aire du disque, le rapport cup sur disque moyen et plus intéressant sans doute encore dans le glaucome, le cup sur disque vertical, le volume de l'excavation et puis là aussi un déroulé de l'épaisseur de l'anneau neurorétinien sur 360 degrés. Alors l'analyse de la tête du nerf optique, elle est un peu débattue. Selon certains auteurs, elle est peu intéressante. Jean-François nous a rappelé aussi ses limites. Pour d'autres auteurs, c'est tout de même un élément tout à fait important et qui ferait presque jeu égal avec les mesures péripapillaires et maculaires. Alors, c'est certain que c'est une mesure qui a une moins bonne reproductibilité. Le positionnement automatique du bord de l'anneau neurorétinien peut être mal fait par l'appareil. Évidemment, comme on l'a déjà dit, sur des papilles difficiles, sur des papilles dysversiques, sur des papilles très déformées, atrophiées, là où vous avez du mal à interpréter à l'œil, sur un fond d'œil, l'OCT ne va pas vous donner de réponse. En revanche, sur des papilles simples, la segmentation, l'analyse est souvent pertinente. Et de toute façon, vous pourrez, d'une fois sur l'autre, mesurer, à défaut d'interprétation sur le caractère pathologique ou non de la papille, vous pourrez toujours interpréter si la papille se dégrade ou non. Mais ceci étant, il n'y a pas de programme de suivi d'analyse de progression. L'analyse maculaire, ici un autre fabricant, va proposer des rapports similaires, donc une carte d'épaisseur, une carte de déviation avec la base de données normative en comparaison, et puis une représentation par secteur ou alors par moitié. C'est un peu l'équivalent du test d'émis-champ dans le champ visuel, une comparaison entre le haut et le bas qui peut indiquer vraiment qu'il y a une différence. C'est souvent bien corrélé à la structure, donc quand vous voyez le champ visuel inversé rapporté à ce déficit, c'est tout à fait parlant. Alors, est-ce qu'on prend les 3 couches ou est-ce qu'on n'en prend que 2? Ça, les fabricants font des choix. Ce qui est évident, c'est que comme tous les axones convergent vers le nerf optique, la couche des fibres neurorétiniennes s'épaissit à mesure qu'elle se rapproche du nerf optique et donc elle n'est pas sur la macula, son épaisseur n'est pas symétrique par rapport à la fovea. Donc c'est pour ça que certains fabricants se limitent pour la macula à l'analyse des corps cellulaires et des dendrites. Certains fabricants développent des index particuliers, donc chez Zeiss l'épaisseur moyenne du complexe ganglionnaire ou le GCL minimum qui est le méridien sur 360 degrés, le méridien le plus mince. Et donc s'il est franchement différent du reste, ça signe qu'il y a dans une zone une perte quand même importante. D'autres fabricants tels que RTView ont développé le focal loss volume, la perte de volume focalisé ou la perte de volume globale. Et tous ces indices sont plutôt bien corrélés au déficit précoce et intéressants en dépistage et en suivi pour leur évolution. Alors, quelles sont les étapes d'une bonne acquisition du relevé OCT? C'est avant toute chose de la rigueur sur l'installation, l'information du patient, les buts de l'examen, lui dire de bien fixer la mire lumineuse. En général, il n'est pas nécessaire de dilater, mais quelquefois, quand l'examen, la pupille est étroite ou qu'il y a des troubles des milieux, ça peut grandement améliorer l'examen. Et puis, une bonne installation, bien au contact de la tétière, parce que les mouvements antéro-postérieurs sont très limités, la profondeur de focalisation est courte, donc si on ne veut pas rater son examen, il faut être bien positionné. Sur une acquisition, toujours bien vérifier la puissance du signal, hein, dont l'expression varie d'un fabricant à l'autre, mais en fait, quand il y a un mauvais signal, il faut recommencer l'examen autant de fois que possible. Il faut éliminer une acquisition avec des artefacts de micro-mouvements, un patient qui bouge. Alors maintenant qu'il y a des eye trackers, c'est moins fréquent. Et puis, il faut savoir vérifier la bonne segmentation des scans, parce que s'il y a
si évidemment la coupe a été mal positionnée, comme ici, s'il y a des corps flottants, s'il y a différents problèmes, on peut avoir un manque de densité à cause d'un trouble des milieux, on peut vérifier que par endroit, la segmentation est mal faite, ce qui explique des déficits qui en fait n'existent pas. Et on le voit ici, trois qualités de signal, 6 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, on a des différences de 4 à 6 microns sur les mesures d'épaisseur. Attention aussi, les maculopathies, DMLA, membrane épirétinienne ou autres, peuvent fausser complètement l'examen, de même que des corps flottants avec le cône d'ombre vont perturber l'acquisition OCT. Donc toujours y penser avec le fond d'œil que vous aurez fait. Les limites, c'est déjà dans le glaucome avancé, il y a un effet seuil au niveau des fibres péripapillaires. Elles ne seront jamais inférieures à 30 à 40 microns parce que même si tous les axones ont disparu, il y aura toujours les gaines fibrogliales et neurogliales qui resteront et qui feront l'épaisseur de cette couche qui ne décroîtra pas même si la maladie s'aggrave. Donc la progression au stade avancé ne sera pas mesurable. Ça peut être un des intérêts du complexe cellulaire maculaire pour continuer à observer une progression. Le cas de la myopie forte également, donc la papille est large, peut être disversée, elle va être difficile à mesurer en péripapillaire, surtout s'il y a de l'atrophie. Et puis la rétine maculaire est amincie chez le myope fort, ce qui peut créer des faux positifs à l'examen. On peut avoir aussi un décalage des pics sur le déroulé TSNIT des RNFL. Et vous voyez que si les pics ne sont pas en face de l'endroit attendu, on peut avoir un examen qui est rendu en rouge alors que les épaisseurs étaient bonnes. Donc toujours contrôler la courbe TSNIT, un certain avantage sur les papilles difficiles DGCC par rapport au RNFL. Et puis il y a certains fabricants tels que Nidec qui ont une base de données de référence qui est adaptée aux fortes longueurs axiales. Au total, la meilleure performance diagnostique, les meilleurs paramètres à retenir pour les fibres péripapillaires, c'est l'épaisseur moyenne, le cadran inférieur, le cadran supérieur, éventuellement un segment de 30 degrés en temporal inférieur. Pour le nerf optique, c'est l'aire de l'anneau neurorétinien et le cup sur 10 vertical. Et pour le complexe cellulaire ganglionnaire maculaire, c'est l'épaisseur moyenne, la région temporale inférieure et temporale supérieure. Toute asymétrie droite-gauche est suspecte. Les performances diagnostiques des fibres péripapillaires et des GCC sont assez comparables, plutôt meilleures que la tête du nerf optique. La corrélation structure-fonction, ici un cas de glaucome débutant, alors très débutant sur l'œil droit, presque glaucome modéré sur l'œil gauche, vous voyez que le déficit en cellules ganglionnaires en temporale inférieure est assez patent et également sur les fibres, sur le cadran inférieur des fibres péripapillaires. Ceci s'explique, et Donald Hood l'a montré, par l'existence d'une zone de plus grande fragilité des cellules ganglionnaires en temporale inférieure dans cette région. Et donc, il y a un appauvrissement en fibres plus précoce qui est mesurable sur l'aire maculaire, mais aussi en péripapillaire, et qui va occasionner souvent un glaucome observable au champ visuel, un scotome supérotemporal, vu que vous savez que les images sont inversées par rapport à la structure. Parfois, ce sera visible seulement sur le champ visuel des 10 degrés centraux, dans les cas les plus débutants, mais détectés sur l'OCT. Alors, pour terminer, l'analyse de progression, la perte de fibres neurorétiniennes normale, elle est lente, hein, c'est 0,2 microns par an, donc c'est 2 microns par décennie. C'est la perte physiologique. Mais à côté de ça, nous avons des outils, les OCT sont d'une remarquable reproductibilité, hein, c'est des appareils de mesure qui mesurent des microns, mais cette remarquable reproductibilité, ça veut dire quand même une différence à peu près de 4 à 5 microns tolérable entre deux examens successifs, sans aucun changement du patient. Et finalement, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on cherche à mesurer, qui sont des variations, même dans un glaucome qui progresse, assez faibles. Alors,
l'analyse de progression, certains logiciels la mettent très bien en valeur et l'analyse. Ici, sur le Cirrus, vous avez sur des analyses péripapillaires successives une analyse de tendance avec, en plaçant sur des droites l'épaisseur moyenne, l'épaisseur supérieure et inférieure, et puis une analyse d'événements qui se fait sur la carte de déviation. Alors, il faut que les deux premiers examens soient fiables, et quand il y a un déficit qui apparaît sur la carte, la première fois, il est signalé en ocre, et ensuite en marron s'il est confirmé sur un deuxième examen. Et à la fin, donc, on conclut par un message, perte possible, perte probable si elle est confirmée, ou alors pas de perte. Sur l'analyse de progression des fibres péripapillaires, donc il faut considérer surtout en temporal inférieur et supérieur les élargissements de déficit sur la map. Ça peut être un nouveau déficit ou l'approfondissement d'un déficit existant. Et en sachant qu'il y a quand même des variations interindividuelles très importantes, 14%, donc c'est difficile de l'affirmer. Il y a l'amincissement lié à l'âge et puis il y a le seuil de 40 microns dont on a parlé. Au total, une perte de 1 micron par an des RNFL, c'est un signal d'alerte de progression qui conduit à renforcer la surveillance. On a les mêmes analyses pour les cellules ganglionnaires. Alors il faut savoir éliminer, comme ici, des examens douteux. Il faut 2 examens de départ fiables. Et ensuite, on a de la même façon une analyse de tendance avec les valeurs moyennes ou le GCIPL minimum, et puis une analyse d'événements sur la map. Ce qui donne là aussi des amincissements progressifs, souvent en inférieur avant d'être en supérieur, qui correspondent soit à un élargissement avec un approfondissement, soit à un nouveau déficit. Alors, une progression significative en OCT spectral domaine, comme il y a ces variations individuelles, on doit être attentif à des chiffres quand même assez importants. Pour la moyenne des RNFL, on y prête attention quand il y a plus de 5 microns dans les variations à court terme. Pour les cadrans, c'est plutôt 7 voire 8 microns. Et pour les fibres, pour les cellules au niveau de la macula, c'est 4 microns de variation à court terme qui doivent être considérés comme significatifs. Quand on a plus de recul, des progressions à plus long terme, il faut se fixer le chiffre de 1 micron par an, et chez un glaucome progresseur rapide, 2 à 3 microns par an, comme étant vraiment les signes d'un glaucome qui évolue. La progression structure-fonction, on voit bien qu'elle est d'abord temporellement, dans le temps, c'est d'abord l'OCT qui se dégrade, on perd des fibres, on perd des cellules, et après on en perd beaucoup moins, et le champ visuel, les déficits se creusent et s'approfondissent. Donc elle n'est pas vraiment concomitante. Cependant, donc, le champ visuel et l'OCT, ils sont complémentaires, il faut absolument les associer dans le suivi des patients. Et on voit quand même que sur des études, par exemple ici, le risque de progression du champ visuel, il est multiplié par 3,5 s'il y a une progression en OCT, aussi bien des fibres péripapillaires que du complexe cellulaire ganglionnaire. Cependant, on voit sur cette étude 147 yeux suivis 3 ans, 45% des patients ont progressé, mais 25% ont été détectés sur l'analyse péripapillaire, 24% sur le complexe cellulaire, 14% sur le champ visuel, mais il n'y a que 7% des cas où la détection a été positive avec les 3 examens. Donc on est quand même assez loin de corrélation très forte entre structure et fonction. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'analyse de progression valable sans des examens de très bonne qualité. Et il faut être vigilant, le répéter à vos collaborateurs qui font les examens. Toujours suivre avec le même modèle d'OCT, attention à tous les pièges, les cataractes, troubles des milieux, maculopathie, le myosis, une mauvaise fixation, contrôler la segmentation. Regardez avec un intérêt particulier l'acquisition des cellules ganglionnaires maculaires dans les glaucomes prépérimétriques ou débutants, ou au contraire à l'autre bout, dans les glaucomes très avancés et les papilles anormales. Et puis gardez à l'esprit que la reproductibilité individuelle OCT varie davantage que la progression. Utilisez les logiciels de progression pour comparer. Être vigilant s'il y a une différence supérieure à 5 microns entre 2 examens ou si la pente de progression dépasse 1 micron par an.
toujours répéter les examens et, si besoin, améliorer la qualité éventuellement par une midriase. Et enfin, toujours suivre en parallèle la progression du champ visuel, notamment au stade avancé, ainsi que, évidemment, tous les autres paramètres cliniques de l'examen, que ce soit le fond d'œil, que ce soit l'angle, la pression intraoculaire et l'observance du patient. Je vous remercie. Merci Jean-Marie, très belle communication et comme tu l'as montré, c'est très bien d'avoir une analyse ou une lecture très systématique, très rigoureuse du rapport OCT.